Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous économique. Mon nom est Sandra Rossignol, je suis vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Aujourd'hui, il sera question de partenariat d'affaires durables entre la communauté Innu et le milieu régional. Une grande fierté m'anime. Notre région est riche de ses Premières Nations et nous voulions la faire découvrir sur un nouvel angle, celui du développement économique. Aujourd'hui, c'est le fruit de plusieurs semaines de travail entre mon équipe et celle de la Société de développement économique Innu. Un merci très spécial à sa directrice Caroline Bouchard, qui est la grande leader de cet événement d'aujourd'hui, une première dans l'histoire régionale selon un grand sage de la communauté. Permettez-moi de remercier les partenaires de cet événement, nos partenaires annuels à la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, Ville Saguenay, la MRC du Fjord du Saguenay, Rio Tinto et je salue à cet effet Swanland Vue, partenaire d'affaires communauté et performance sociale chez Rio Tinto. Je vois Emmanuel Bergeron aussi qui est branché. Alors, beaucoup de monde de chez Rio Tinto qui sont présents. Nos partenaires de l'événement, la Société de développement économique Innu de Mashtuyats, Promotion Saguenay, Kane Lamar, la BDC, le Centre des Premières Nations Nikanité de l'UQAC, Boréacom Affaires publiques, TVDL et notre partenaire média Le Quotidien. Je tiens à remercier également mes collègues du regroupement des chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean et je salue les maires et les députés présents. Aujourd'hui, l'événement va se dérouler en 4 parties. Dans un premier temps, vous aurez droit à une conférence fort intéressante sur les partenariats entre les Premières Nations des Piekwa-Kami-Ulnuts et la grande entreprise. Ce sera suivi d'un panel de discussion sur les outils et les services mis en place pour accompagner les entreprises autochtones et allochtones vers des partenariats durables. Un second panel de discussion vous sera présenté cette fois-ci avec des témoignages des représentants du monde des affaires, des gens qui vont nous parler de leur approche efficace qui mène à des ententes harmonieuses et durables. Et en terminant, nous allons avoir une période de jumelage où nous vous inviterons à rejoindre des salles privées que vous avez préalablement choisies afin d'échanger et de répondre à vos questions sur le thème que vous avez déterminé au moment de votre inscription. À tout moment, si vous avez une question, nous vous invitons à utiliser le chat. Nous serons ensemble au moins jusqu'à midi. Alors, sur ça, je vous dis merci et je laisse la parole à notre président de la CCISF et PDG de Port-Saguenay, M. Carl Laberge. Merci à vous tous. Bonjour à tous. Merci Sandra. Koué. Je suis très heureux de participer à l'événement d'aujourd'hui. Je peux vous dire que dès qu'on a commencé à travailler à cette organisation-là, tout le monde a levé la main très rapidement pour participer. Puis je voudrais le souligner, il y a beaucoup d'enthousiasme autour de ça. Votre présence en grand nombre aujourd'hui démontre aussi à elle seule la volonté qu'on a de tous travailler ensemble. La collaboration avec les Premières Nations, c'est un élément qui est essentiel à mes yeux si on veut favoriser le développement économique et l'essor de notre région. Plus que jamais aujourd'hui, on doit unir notre région pour qu'on se démarque dans l'écosystème économique mondial. On le sait, on est dans un univers complexe qui est extrêmement compétitif. On le voit d'ailleurs avec les projets de développement d'envergure qu'on a actuellement. Donc, c'est ensemble, par l'entremise de partenariats économiques et commerciaux qu'on va réussir à favoriser le développement économique de notre région. Personnellement, pour avoir collaboré avec la nation des Piekwa-Kami-Ulnuts à plusieurs reprises au cours des dernières années, je peux vous dire que c'est une communauté qui se démarque par sa volonté de collaborer et constamment en mode solution qui fait preuve d'une grande ouverture. Donc, le rendez-vous d'aujourd'hui va mettre en lumière les bonnes pratiques et les outils existants, tels que l'accompagnement, la formation, pour développer les nouveaux partenariats d'affaires durables entre les entreprises Innu et le milieu régional. En terminant, je veux remercier la Société de développement économique Innu de Mashtuyats ainsi que tous nos autres partenaires que Sandra a nommés précédemment de nous permettre de tenir cet événement-là aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne conférence à tous puis au plaisir de collaborer ensemble. Merci. Merci, Carl. Il est maintenant temps de vous présenter un homme d'exception que j'admire profondément. Probablement que les petits pépins de ce matin, pour lui, c'est rien parce qu'il a un parcours
admirable, qui a des embûches, mais dont aujourd'hui, cet homme rayonne et est devenu un grand sage. Alors, c'est un privilège d'accueillir avec nous aujourd'hui le chef de la Première Nation des Pequot-Kami-Ulnuts, M. Clifford Moore. À vous, Clifford. Tchinishkumiten Sandra, kwe nutamatachiak, mistanimetan. Bonjour à tous, très content d'être avec vous ce matin. Ça a été difficile, la dernière année a été très, très difficile pour l'ensemble de notre région, l'ensemble de la province, du pays, de la planète, à cause de cette pandémie qu'on vit. Mais ce matin, je voudrais quand même remercier beaucoup la Chambre de commerce et de l'industrie du Saguenay pour m'avoir invité à participer ce matin à cette rencontre également. Notre organisme SDI, qui est ces deux partenaires qui ont travaillé pour cette activité-là. Ce matin, je suis accompagné de M. Stacy Bossum, qui est élu également, conseiller élu au niveau de Katakou-Macheta, notre conseil de banque. Il représente la dimension de l'économie pour le conseil de banque. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je sais qu'Hélène a fait une présentation. Je ne sais pas, je connais bien Hélène, et je la salue en passant, mais je sais qu'elle est très bonne pour décrire un peu l'environnement de la communauté, mais chez nous, qu'est-ce qui est bien spécial, qu'est-ce que les gens comprennent peu, c'est qu'on agit comme un gouvernement. Parce que la façon qu'on fonctionne, c'est que les élus sont tous là, ils travaillent, puis ils ont toutes des responsabilités qui sont liées aux orientations que nous avons mis d'avant en début de mandat. Et ça correspond souvent aux responsabilités administratives de Pequot-Kami et Nut-Teweken, notre organisation administrative. Donc, pour moi, c'est vraiment important de mentionner ça parce que je suis bien content qu'il soit là aussi ce matin pour participer parce que moi, je devrais quitter tantôt. Malheureusement, d'autres obligations m'obligent. J'ai une caméra, il paraîtrait qu'il m'attend dans la rue de Mouchetoyat pour une entrevue dans quelques minutes. Donc, je vais essayer de faire ça vite. Je ne peux pas parler à vous tous sans revenir un peu sur l'histoire. Pour moi, c'est vraiment important de se rappeler un peu notre histoire, comment notre rencontre s'est faite. Puis, notre culture, notre langue a fait en sorte qu'on a compris qu'ici, dans ce coin du pays, dans ce coin de la planète, quand les premiers Européens sont arrivés, il y a eu un accueil qui a été fait. Donc, il n'y a pas eu de confrontation militaire pour la possession, si on peut dire, des ressources naturelles de ce coin de pays-là. Il y a eu un accueil, puis dans notre culture, dans notre langue, il est important de respecter tout ce qui vit et les êtres humains, c'est sûr, ça fait partie du résultat de la création. Donc, les gens ont été accueillis ici. Donc, souvent, je blague en disant, c'est pas avec les premiers bateaux qu'on a eu de la difficulté avec les Premières Nations, c'est peut-être avec le 15e ou le 30e bateau qui est arrivé parce que les premiers bateaux sont venus ici pour justement établir une relation avec les Premières Nations qui a fait en sorte que quand les autres sont arrivés, ils sont venus établir un peu la structure coloniale de l'Europe dans ces terres ici. C'est pour ça qu'on voit souvent, quand les gens ont voyagé un peu dans le monde, on s'aperçoit à Saint-Malo, ça ressemble beaucoup au Vieux-Québec, parce que c'est un peu cette dimension-là qu'on a vécue. Donc, mais on a eu une relation économique aussi qui n'a jamais été écrite, qui a duré plusieurs siècles, presque 3 siècles avec l'Europe. Puis ça, c'était grâce au réseau du marché de la fourrure. Chez nous, on n'avait pas d'or qui avait été découvert un peu plus chez nos frères du Sud. Et eux ont payé de leur vie cette ressource-là qu'ils avaient. Et ils ont été tués pour justement obtenir ça. Et heureusement, nous, on n'avait pas
de l'or. Ben, il n'avait pas d'apparent. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les ressources minières, il y en a. Mais au début, c'était pas apparent. Donc, moi, je pense que ça nous a sauvés un petit peu. Mais on n'avait pas d'or, mais on avait du castor. Donc, ça a remplacé un peu cette dimension-là. Puis, on a développé des liens commerciaux, économiques avec l'Europe. Mais c'était également la naissance du capitalisme en Europe pendant cette période-là. Donc, notre apprentissage et l'apprentissage de l'Europe s'est fait d'une façon parallèle, puis peut-être pas de la même façon. Donc, pour nous, les enseignements qu'on reçoit de nos anciens ont toujours été les mêmes, puis c'est porté de génération à génération. Ça concerne la pérennité de notre nation. Pour nous, c'est très important qu'on sauvegarde la pérennité de notre nation, puis ça, c'est sauvegarder notre culture, notre histoire, notre langue, tout ce lien-là qu'on a avec le territoire. Et pour moi, c'est une dimension qui est vraiment importante. Puis ça a amené un positionnement politique avec les années où on a eu comme priorité, puis elle est encore là, cette priorité-là, c'est de défendre nos droits ancestraux de notre titre aborigène sur nos territoires ancestraux. Donc pourquoi? Parce que ces territoires-là n'ont jamais été cédés. Ils n'ont jamais été conquis. Ils n'ont jamais été vendus. Ils n'ont jamais été échangés. Donc, il y a un vide qui est là depuis plusieurs décennies, puis peut-être même plusieurs siècles, qui fait en sorte que, bon, aujourd'hui, on a des mésententes, on a un problème de s'entendre sur les responsabilités qu'on a sur ce territoire. Donc, pour nous, c'est quelque chose de vraiment important que les gens comprennent qu'on se structure politiquement pour justement s'assurer que ces droits-là soient respectés et ce titre-là. Mais on sait qu'en affaires, c'est peut-être pas de la même façon que ça fonctionne, dans le sens que, bon, ils ne sont pas là pour reconnaître les droits ancestraux ni le titre aborigène, mais ils savent très bien que si les gens veulent avoir une certitude juridique sur leur projet de développement, ils doivent s'entendre avec les Premières Nations. Ben, ils doivent s'entendre. C'est peut-être mieux pour la réalisation du projet pour avoir un partenaire autochtone de la Première Nation du territoire qui est concerné. Donc, pour nous, c'est un peu cette dimension-là, politique-là, qu'on a, qui se transforme en défi, qu'on doit relever au niveau politique. Puis pour le faire, je pense que M. Neptune l'a dit tantôt, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une volonté de se connaître. Ça prend une ouverture de se connaître. Nos ancêtres se sont connus parce que c'était une question de survie, c'était une question de survie. Puis donc, il y a eu un échange. Il y a eu des Autochtones qui ont appris le français, il y a eu des Français qui ont appris l'autochtone, il y a eu des échanges, il y a eu même des traités qui ont été signés, il y a eu des ententes avec Champlain en 1603, mais là, je ne serai pas dans le cours d'histoire. Mais puis on sait comment le domaine du roi est arrivé, le marché de la fourrure. Puis c'est drôle parce que le domaine du roi est arrivé par la rivière Tadoussac et la compagnie de la baie du Son est arrivée par la rivière à Chaumont-Chouane, par la baie du Son dans le nord. Puis un fait marqué dans l'histoire, les gens ne font jamais ce lien-là, mais ce qui est important, c'est que quand il y a eu la mise en place de ces postes de tête-là, ça a pris une première institution qui soit mise en place, c'est les chapelles. Donc, c'est l'Église. Donc, ici à Meshtouyet, il y a eu la rencontre de deux églises, celle du Nord qui est arrivée avec les Anglais, donc l'Église protestante, et celle qui est arrivée avec les Français, l'Église catholique. Donc, les deux églises ont demeuré ici ensemble pendant plusieurs années, puis probablement qu'il a fallu qu'ils développent un partenaire parce qu'on sait qu'ils ne s'entendaient pas, en tout cas, au début, mais il a fallu qu'ils développent un partenaire.
Qu'est-ce qui est un peu fascinant dans tout ça, c'est que l'Église protestante, elle est partie, l'Église catholique est restée, et la Compagnie de la Baie du Son est restée jusqu'en 1970. Donc, il y a sûrement eu des négociations, il y a sûrement eu des pourparlers pour que ça fonctionne. Donc, je suis en accord qu'il faut se connaître, il faut se respecter, il faut s'apprécier aussi. Ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on n'a pas de compétences égales. J'ai souvent fait le discours en disant que si la forêt est capable de s'embellir et nous donner une belle photo de qu'est-ce que la création peut donner en mettant de la diversité, en mélangeant les bouleaux avec les résineux, de l'herbe, les foins, les herbes. J'imagine que l'être humain peut faire pareil. Et je crois qu'ici, dans la région, on a tous les ingrédients pour réussir. Et, sur ça, j'aimerais terminer ma petite allocution. Puis il faut remercier encore une fois de m'avoir permis encore une fois de vous parler et de parler de ce que j'aime le plus, mon peuple, ma culture et mon histoire. Merci beaucoup. On va continuer avec Monsieur Neptune, notre conférencier qui va nous parler des projets réalisés avec l'implication des entreprises de la Première Nation Piekwagamie-Inuit. Il a été élu au conseil de bande de 1989 à 2006. Il a été responsable des politiques, des relations régionales, des négociations avec les gouvernements, des relations avec la grande entreprise. C'est un fervent défenseur de la cohabitation et du partenariat avec la région artisan et l'implication de Mashtuyas dans tous les grands projets, donc Péribonka, Route 175. Depuis 2006, conseiller stratégique en développement, négociateur, il s'est beaucoup impliqué. Il est un sage de la communauté. D'ailleurs, il se dit aîné Innu, matière grise, en partenariat. Alors là, je cède la parole à M. Alain Neptune. Est-ce que vous êtes avec nous, M. Alain? Oui, Sandra, oui, tout le monde. Ouais, pour mon titre, je cherchais de quelque chose d'un peu différent. On voit souvent des titres qui font état de toute la formation. Et là, on a pensé, il est né Innu, ça me rejoint. Je voulais avoir quelque chose de vraiment qui frappe plus l'imaginaire. Juste pour commencer, moi, c'est sûr que j'ai travaillé longtemps pour Mashteuiatsi, pour le conseil de bande, mais juste pour signaler que la communauté de Mashteuiatsi, elle a son propre profil et je vous dirais que chaque communauté autochtone à travers le Québec et à travers le Canada ont aussi leur propre profil. Donc, moi, je vais vous faire part de qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qu'on a vécu dans la région, qu'est-ce que j'ai remarqué surtout pour le partenariat. Faut dire en partant que dans une communauté autochtone, à cause on a des contraintes légales qu'on ne trouve pas à l'externe en raison de la loi sur les Indiens. C'est difficile de démarrer une entreprise. Comme vous le savez probablement, la loi sur les Indiens empêche de saisir des biens sur une réserve. Donc, lorsqu'on veut démarrer une entreprise, on ne peut pas faire un peu comme à l'externe, exemple, hypothéquer notre maison pour se donner de l'argent pour démarrer quelque chose. Donc, tout est toujours une question de biens personnels, mais comme ce n'est pas saisissable, ce n'est pas évident. C'est assez difficile à démarrer. Il s'est développé des entreprises locales, mais dans un monde, je dirais, un peu spécial, un peu en circuit fermé. Donc, à mesure qu'on avançait dans le temps, j'étais un de ceux qui voulaient quand même ouvrir sur l'extérieur. On a commencé à prendre contact avec ce qu'on appelle le monde des affaires externes dans notre coin. Je peux vous dire que ça a été comme tout un choc dans notre bord parce qu'on était habitué de fonctionner, d'avoir un fonctionnement qui est caractéristique à nous autres, c'est tranquille, ça va lentement, le conseil de bande est omniprésent. Donc, en allant à l'externe, ça nous a donné un premier choc. À moi, ça m'en a donné un, mais probablement aussi aux entreprises. C'est-à-dire qu'on rentre dans un monde qui a des règles quand même assez exceptionnelles, à mon point de vue.
Le monde des affaires, indépendamment des lois, des règlements, le monde des affaires a presque ses propres règles. J'ai voulu pousser dans notre implication dans les grands projets. Et je peux vous dire, on a commencé avec Hydro-Québec, les grands projets, le Péribonca, dérivation de Manoane, etc. Et là, les premiers chocs qu'on a perçus en arrivant là-dedans, c'est que dans ces grandes choses-là, dans ces grands projets-là, c'est tout un monde. C'est un monde complètement différent qu'on n'était pas habitué. C'est un monde qui est exigeant. Ceux qui sont habitués là-dedans, comme vous tous, ben, la plupart d'entre vous, vous connaissez ça, mais pour nous autres, c'est complètement nouveau. Pour les entreprises locales, c'est complètement nouveau. Juste pour donner un exemple, lorsqu'on a un contrat et on a besoin d'avoir un petit délai pour pouvoir aller chercher des machineries ou des choses comme ça, c'est assez facile à faire dans la communauté. Lorsqu'on est dans un grand projet, puis là, on l'a vécu, puis ça a été notre premier choc, on voulait avoir un délai parce qu'il y avait des machineries à aller chercher. Et le délai qu'on a eu, c'était 3 jours. On avait un projet qui s'étalait sur plusieurs mois. Et pour nous autres, le délai de 3 jours, là, ça a été presque une sonnerie de réveil matin. Là. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ce monde-là? Et qu'on a fini par s'habituer tranquillement. On a emmené les entreprises à embarquer dans ce mode-là en raison des différences de fonctionnement entre les entreprises locales, les entreprises externes et le monde externe. Il s'est noué plusieurs partenariats entre nous. Nous, on a des partenariats déjà, la communauté a des partenariats déjà, mais il y a aussi des partenariats entre les entreprises. Puis ce que j'ai pu observer en regardant ces partenariats-là, c'est de détecter qu'est-ce qui fait qu'un partenariat va marcher ou ne marchera pas. C'est ça que je veux vous transférer comme expérience ce matin. C'est pour ça que je suis aîné, pas pour rien. J'ai un paquet de... Ben, même j'ai plus de cheveux, là, mais c'est ça que je veux vous partager ce matin. D'abord, un partenariat, c'est un peu comme un mariage. Ça doit se faire par étapes. Lorsqu'on rencontre un gars, une fille, on ne saute pas tout de suite dans le mariage, puis ça y est, on est parti. Il faut commencer par se connaître. Et cette étape-là, c'est une étape qu'on on peut pas brûler toute la suite des événements. Il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à s'apprécier, il faut apprendre à déterminer la complémentarité entre entreprises. Il faut commencer à se faire des cibles communes. Donc, c'est tout un processus qui est quand même assez long, qui doit se faire lentement parce que là, on travaille avec des gens ou des entreprises qui ne se connaissent pas. Donc, le premier conseil que je peux donner, c'est de penser tout de suite à y aller par étapes, lentement, prendre le temps de se connaître, prendre le temps de s'apprécier, prendre le temps de connaître les qualités, mais aussi voir les défauts de l'autre, si on est capable de vivre avec. Donc, ça ressemble beaucoup à une question de mariage. Je ne vais pas passer pour un conseiller matrimonial ce matin, mais il faut commencer par ce type d'approche-là. Le deuxième point que je voudrais quand même soulever, c'est la question que j'appellerais d'honnêteté, de clarté ou de transparence. Il faut y aller vraiment avec une ouverture, qu'on veut vraiment rechercher un partenariat, voir qu'est-ce qui peut être profitable aux deux. Il faut être clair et transparent, pas essayer de jouer le tour à l'autre, parce que toute la question de se connaître, de s'apprécier, il faut que ça inspire la confiance. Le partenariat est basé sur une confiance. Ce n'est pas une confiance aveugle, là. Je suis d'accord parce qu'on est dans la business et j'ai appris que le temps, la business, tout le monde a tout un point commun. On veut faire des profits, mais il ne faut pas que ce soit exagéré non plus. Mais ça prend quand même une question de clarté et d'honnêteté pour devenir des vrais partenaires. Le développement de la confiance, c'est primordial et c'est pour ça qu'on est mieux d'y aller tranquillement, par étapes, se connaître, se tester lentement. Et cette question de confiance-là, ça amène une question de relation. Et là, il y a un autre point qui prend son importance, c'est la qualité ou le profil des interlocuteurs. Si j'arrive, puis moi j'ai une entreprise, puis je veux nouer un partenariat avec l'autre,
mais je prends, excusez l'expression, je prends une face de bœuf et je n'ai pas de bonne façon de communiquer, ça ira pas loin. Et il faut penser qu'on part avec des entreprises qui sont dans le monde autochtone. Il y a des manières différentes de travailler, des manières de se comporter, c'est un peu différent. Et là, il faut y aller tranquillement, d'avancer avec de la souplesse, avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Parce qu'évidemment, chacun va sa manière de fonctionner, sa manière de penser. Il faut y aller quand même doucement. Et la qualité relationnelle des interlocuteurs va demeurer importante et elle va se continuer tout au long d'un futur partenariat. La question des interlocuteurs, des choix des interlocuteurs, c'est très, 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 très important. D'avoir quelqu'un qui a une demande d'ouverture, qui demande de l'empathie pour l'autre, parce qu'un partenariat, c'est d'essayer de se rejoindre dans des cibles communes, dans des objectifs communs. Donc, il faut se rapprocher, il faut penser à l'autre, quels sont ses intérêts. Et l'autre, il faut ça marche des deux côtés, ça ne marche pas juste d'un côté. Il faut que l'autre apprenne à voir quel est l'objectif de son futur partenaire. Donc, il faut le travailler comme ça et il faut avoir une grande ouverture à l'adaptation, à s'adapter. On a des façons de faire dans notre business. On est habitué des fois des années de fonctionner comme ça, mais là, on essaie de marier deux styles de business. Il faut voir qu'est-ce qu'il faut améliorer, comment est-ce qu'il faut adapter tout ça. Et un des bons moyens, c'est de commencer petit. Pas penser à faire un partenariat majeur puis s'embarquer dans quelque chose de très, très gros quand on ne se connaît pas. Même si on a des entreprises qui ont déjà une grande plage d'action, commencer par des petites choses pour tester le partenariat. Commencer par un petit contrat, un petit business, un petit commerce, quelque chose de petit. Ça va permettre aux gens de mieux se connaître et sans avoir des effets trop importants si jamais ça marche mal. Il faut commencer par des petites choses ou des petites choses courtes dans le temps. Il faut y aller tranquillement. Peut-être essayer un petit partenariat pour faire tel contrat qui va durer 2 mois, 1 mois, 3 mois. Mais il faut y aller doucement, doucement. Moi, j'appelle ça un partenariat d'essai. Un peu quand on sort avec notre blonde, avec notre chum, tu commences tranquillement, tu y vas graduellement et tu ne passes pas tout de suite devant M. le maire ou M. le curé, là, selon le cas. Il faut y aller, il faut commencer à s'explorer mutuellement. Puis il faut vraiment, vraiment penser vers où on pourrait s'en aller tranquillement. Le partenariat, c'est un partenariat où deux partenaires doivent avoir besoin un de l'autre pour se compléter. Ça se peut que dans un premier partenariat, il y en a un qui prenne beaucoup de place et l'autre une petite place. Et parce que là, il y a celui qui a juste une petite place parce qu'il y a des gros besoins de l'autre côté. Puis inversement, celui qui est quand même bien installé, il y a peut-être un petit bout que le partenaire autochtone va être intéressant, va être utile. Et il faut avoir l'ouverture à s'adapter progressivement, de la souplesse. En bout de piste, les partenariats, quand ils commencent à être plus durables, ils doivent être capables d'évoluer. Ce n'est pas toujours au même. Il faut que ça soit profitable pour les deux. S'il y en a juste un qui en profite puis l'autre n'en profite pas, ça ne durera pas. Il faut que ça soit comme malléable. On l'a vécu, nous, dans la communauté, on a déjà des partenariats communautaires avec des grandes entreprises et ça a été le même schéma. On a commencé tranquillement et là, on a développé un peu nos besoins. Quand je parlais des partenariats tantôt, une grosse boule, une petite boule, à un moment donné, ça a comme évolué, ça change là-dedans. Moins l'autre a besoin de nous autres, plus c'est nous autres qui prennent de la place. Il faut que ça soit malléable. Et des fois, dans cette malléabilité, dans cette adaptabilité, on voit poindre d'autres voies, d'autres créneaux qu'on peut développer sur un autre sens. Donc, un premier partenariat peut emmener à toutes sortes de petits partenariats autres dans d'autres créneaux. C'est ce type d'ouverture-là qu'il faut absolument avoir pour pouvoir avancer. Puis là, je le répète toujours et j'insiste beaucoup là-dessus, la qualité, le profil des interlocuteurs. Le partenariat, c'était une relation quasi personnelle entre deux entreprises. Et si vous changez d'interlocuteur à tout bout de champ, ça ne durera pas, ça ne marchera pas.
parce que c'est toujours quelque chose qui doit y aller progressivement. Et même si c'est une relation d'affaires, en quelque part, il y a une relation personnelle entre les gens, entre les interlocuteurs. On se développe tranquillement là-dedans. Quand ça fait des années qu'on parle aux mêmes personnes, on vient qu'on se connaît, on n'a presque plus besoin d'avoir des grandes explications. Ça va beaucoup mieux. Vous changez une personne, la personne, elle n'a pas le vécu que l'autre avait. Et là, c'est comme deux nouvelles personnes qui doivent apprendre à se connaître aussi, même si les business travaillent ensemble. Et tout doit, je dirais, se conformer ou se mouler dans ce partenariat-là. Donc, éviter le plus possible de changer d'interlocuteur. C'est sûr, s'il y en a un qui n'a pas l'air à faire l'affaire, puis vous en avez un autre qui est peut-être meilleur sur le plan relationnel, donc il faut changer. Mais idéalement, de continuer avec les mêmes personnes, ça maintient un lien plus durable. Même si ces gens-là, ils n'ont pas nécessairement des postes très, très, très élevés, juste le fait que tu es capable de connecter les deux entreprises par ce lien-là, ça va faire en sorte que les entreprises vont continuer à prospérer et à avancer. Dans les partenariats qu'on vit, la communauté on en a avec PFR. J'ai vu Sylvain Goulet tout à l'heure, on en a avec PFR. Il y a Rio Tinto qu'on donne notre portrait. Hydro-Québec, on n'en parle plus. Là, je pense que ça fait 30 ans, plus que 30 ans qu'on est mariés ensemble, ou presque. Quelque chose, on a commencé en 93. Puis le climat de relation et de communication, c'est ce qui fait la force de tous les partenariats. Et ce partenariat-là, on parle beaucoup de développement de l'entreprise, puis des entreprises, puis c'est vraiment une clé pour se développer dans le futur. On a, puis là, je ne voudrais pas tomber dans la politique, parce que le chef va dire qu'il me mêle de quelque chose qui ne me concerne plus, mais on a toujours, la communauté a toujours souhaité travailler avec la région pour pouvoir évoluer d'une façon mutuellement respectueuse. Parce que veut pas qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça. Le côté autochtone a des facettes particulières de la question des droits. Puis le côté non autochtone, c'est différent. Fait qu'on est comme deux mondes différents, mais de l'autre côté, on vit sur le même territoire. On n'a comme pas le choix d'essayer de travailler ensemble. Et on le voit, la richesse d'unir ces deux types-là dans nos partenariats qu'on a, par exemple, pour les mini-centrales. On l'a vécu, nous autres, avec les MRC et avec le conseil de bande. Au début, c'est un peu spécial au début quand tu commences, mais tu apprends à te connaître, tu apprends à t'apprécier, tu apprends à utiliser les forces de chacun. Le partenariat, c'est le même qui doit se travailler. On a pris quand même à se respecter et ça donne d'excellents résultats. Si jamais vous avez l'occasion d'en parler avec les MRC dans lesquels on travaille, c'est des très, très, très bons résultats. Si on emmène ça ce matin, puis je parle du partenariat sur le plan plus général, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que depuis que je suis impliqué là-dedans, je n'ai pas vu de programmes gouvernementaux dédiés aux partenariats autochtones-non-autochtones. Je pense que c'est une lacune qui devrait être corrigée éventuellement, de faire en sorte d'avoir un vrai programme complètement dédié aux partenariats autochtones-non-autochtones. Pas un programme existant qu'on rouvre un petit volet pour les Autochtones. C'est pas ça. Je veux vraiment un programme complètement dédié pour favoriser, supporter ces partenariats-là autochtones-non-autochtones parce que c'est une longue période d'apprentissage entre les entités. Et des fois, tu as une perte de productivité avant de s'habituer puis de fonctionner à plein. Donc, ça prendrait quelque chose pour aider à tout ça, puis que ça soit vraiment dédié à ça. Pas quelque chose à part, c'est de quoi de dédié aux partenariats autochtones, non autochtones. Et je peux juste nous souhaiter un bon avenir commun à tous. Merci. Merci, M. Alain. Beaucoup d'amour et beaucoup de patience, de générosité, de résilience. C'est ce qu'on comprend de votre discours. Alors, merci beaucoup. J'aimerais vous présenter maintenant celui qui animera les panels de discussion. Luc Ferland est président de Boréacom Affaires publiques. Il a accepté avec générosité d'être présent ce matin. Il détient plus de 35 ans d'expérience en développement nordique.
Non, il n'a pas 22 ans, je vous l'assure. Il a été parlementaire à l'Assemblée nationale et député de la circonscription d'Ungava de 2007 à 2014. Il a été auparavant conseiller politique du député d'Ungava, directeur général du Conseil régional de développement de la baie James notamment. Il a fait beaucoup de choses dans le nord du Québec. Et Luc Ferland, à vous, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous avez les rênes de l'animation. Alors, merci beaucoup, Sandra. C'est avec plaisir, bien sûr, que j'ai avant Bancoué. Bonjour à tout le monde. Et félicitations, merci pour l'invitation, Sandra, que j'ai accepté rapidement. Je pense que ça a pris 1,2 secondes pour te dire oui, mais tu es très convaincante, bien sûr. Alors, j'aimerais vous saluer parce que vous avez parlé un peu du Nord, ma carrière. M. Bossam, qui est là aujourd'hui. Il y a des gens du Nord également. Alors, bonjour, M. Bossam. Et bien entendu, je salue tout le monde. Juste avant de rapidement, 22 secondes, de dire à M. Neptune, merci pour votre allocution et M. Clifford, bien sûr, pour ce cours accéléré d'histoire du Québec, notre arrivée jusqu'à aujourd'hui. M. Neptune, je veux vous dire que je suis d'accord avec vous. Comme parlementaire et avec, on n'était pas dans le même parti, mais avec M. Jeff Kelly, j'avais proposé de mettre en place des outils, comme vous avez mentionné, c'est-à-dire un programme dédié, conjoint, pour les partenariats avec les Premières Nations ou dans le monde des affaires et les non-autochtones, bien sûr. Alors, s'il y a des politiciens qui sont là aujourd'hui, qui nous écoutent, ramenez ça à l'Assemblée, je pense que ça va être intéressant. Alors, ceci étant, je ne vais pas prendre plus de temps, j'aimerais quand même vous présenter le panel, les 3 personnes qui font partie du premier groupe de panel. Je vous présente la directrice générale excusez, je pense que j'ai dépassé. Non, c'est ça, oui. Elle est directrice générale de la Société de développement économique Innu de Mastoyache, Mme Caroline Bouchard, je ne sais pas sur le tableau où ils sont, mais bon. Et bien entendu, le chef des relations avec les Premières Nations à l'Université du Québec à Chicoutimi. Lui, il est jeune, il a encore tous ses cheveux bruns. Félicitations. Francis Véraud-Paul. Et bien en terminant avec le directeur général de la Commission de développement économique Première Nation Québec-Labrador, M. Michael Robertson. Alors, sans plus tarder, on va aller directement à la période de questions. Et je vous j'informe mes chers panélistes que vous aurez pour chaque question 5 minutes pour développer et conclure votre réponse, bien sûr. Ma première question s'adresse à Mme Caroline Bouchard. Quels sont les outils et les services disponibles mis en place par la SDEI, notamment pour faciliter les partenariats ou les affaires entre autochtones et non autochtones? Bien, merci, M. Ferland. Kwe Cassino, il me fait plaisir ce matin de vous présenter Kamamu Mashtwe Peltata Innu Pakasuna. Alors, pour vous mettre en contexte, vous devez savoir que la SDEI a démarré en 2000 suite à la volonté des entrepreneurs de la communauté. Elle est donc en opération depuis maintenant 20 ans. Notre planification stratégique comporte 6 grands enjeux selon lesquels découlent nos actions. Ce qui nous démarque des autres sociétés de Mashtowiyats, c'est qu'en fait, la SDI est une des seules structures de la communauté qui est démocratique, ce qui implique que nous devons rendre des comptes à 104 organismes et entreprises que nous représentons et qui forment notre Assemblée générale. Notre force à nous, ce sont les entreprises. Nous sommes leur guichet unique, ce qui est non négligeable parce que ça exige que l'équipe de la SDI soit toujours plus performante. L'événement d'aujourd'hui fait suite à un mandat qui nous a été donné à la SDEI par le phare en 2019 pour réaliser le déploiement du guide des bonnes pratiques pour la mise en place de partenariats d'affaires durables entre les Pequawagaménois et le milieu régional. En accompagnant les entrepreneurs dans la mise en place de partenariats, la communauté de Mashtowiyats et la SDEI désirent assurer des retombées locales et régionales. Bien évidemment, le degré de collaboration que nous recherchons doit porter sur le consensus, la mise en commun des savoirs, le partage des risques et des responsabilités, la performance visée, l'expertise et l'optimisation et assurément la complémentarité des partenaires.
Aujourd'hui, nous voulons vous présenter vos voisins. Parlons maintenant de nos services aux entreprises. Nous offrons un soutien au prédémarrage qui comporte l'évaluation des capacités de la personne, ses forces, ses faiblesses en entrepreneuriat. Nous informons, orientons et assistons la personne dans la démarche pour la rédaction de son plan d'affaires. Par la suite, vient le soutien au démarrage d'entreprise. Fournissons le service technique de l'encadrement, tentons d'être à l'affût des opportunités en effectuant une veille stratégique. Nous mettons à la disposition des entrepreneurs différents outils au service qui leur permettront de bien développer tels que les portfolios web, une cellule de mentorat autochtone, du réseautage et bien d'autres. Nous actons aussi comme soutien au développement d'une entreprise. Par exemple, on va aider les promoteurs en recherchant avec eux de nouveaux financements, de nouveaux marchés ou opportunités, de nouveaux partenaires. On peut aussi, à l'occasion, selon leur demande, les accompagner s'ils le désirent dans la gestion courante et administrative. On offre aussi à la SDI un service de soutien, un service touristique. Nous sommes d'ailleurs le gestionnaire du Carrefour d'Accueil-nous, qui est le bureau d'information touristique. Alors, nous offrons un accueil de qualité aux touristes et les informons sur les attraits, les activités disponibles dans la communauté de Mashteuiatsi, mais aussi dans la région. Selon la demande, nous pouvons offrir un service d'accompagnement aux organismes du milieu pour une visite guidée de la communauté. Notre rôle, c'est de promouvoir les entreprises touristiques locales sur les réseaux sociaux, lors d'événements, ainsi que dans les publicités. Nous sommes impliqués dans le développement de stratégies de commercialisation, de promotion et de communication pour les entreprises touristiques. Depuis plus d'un an, nous supportons le développement des organismes communautaires et les projets d'économie sociale en les accompagnant dans leur développement stratégique et leur recherche de financement. Notre implication dans le développement stratégique des affaires est aussi importante. Nous organisons des activités de réseautage pour les entreprises. Nous mettons en place des projets dans le but de développer la fibre entrepreneuriale des membres de la communauté, particulièrement chez les jeunes et chez les femmes autochtones. Nous organisons le rassemblement à Mashteuiatsi de la Grande Journée des petits entrepreneurs. Nous offrons et animons le camp entrepreneurial jeunesse Nimeshkanam Mon Chemin pour les jeunes de 13 à 17 ans, ainsi que le camp entrepreneurial au féminin Taputatish, Croire en soi, pour les femmes de la communauté. Finalement, nous collaborons et participons activement dans l'élaboration et le développement de projets ponctuels et structurants tels que Biochar Borealis, le Centre de valorisation de la fourrure et du cuir, déploiement du guide des partenariats et j'en passe. Comme vous pouvez le constater, l'implication de la SDI est assez diversifiée. Nous sommes d'ailleurs présents sur plus de 20 tables ou comités locaux et régionaux, ainsi que dans le comité affaires avec Rio Tinto et produits forestiers résolus. Je terminerai en vous disant que les actions de tous les jours de l'équipe de la SDI sont directement liées à sa mission, qui est de contribuer à l'essor de la communauté de Mashteuiatsi et de ses membres en offrant des services de support à l'implantation et à la croissance d'un réseau d'entreprises de toute nature, à la fois performante et compétitive. Alors, merci, Mme Bouchard, pour votre présentation. Maintenant, je vais aller directement à M. Michael Robertson. M. Robertson, pouvez-vous rapidement nous décrire un peu quel est le rôle de la Commission de développement économique de Première Nation Québec-Labrador et quels sont les services que vous pouvez offrir aux différentes communautés? Alors, je vous laisse la parole, M. Robertson. Merci beaucoup, M. Ferland. Bonjour tout le monde, Kwe Kasino, mon nom est Michael Robertson, vous le savez. Juste pour dissiper toute confusion, je suis Robertson, mais je ne suis pas de Mashteuiatsi, je viens de Ouahatmakhmanyutenam, à côté de Sept-Îles, directeur général de la CDE-PNQL. Je voudrais aussi remercier la Chambre de commerce de Saguenay de me donner la chance aujourd'hui de vous parler et aussi la Société de développement économique Innu qui nous a tendu la main pour qu'on soit là aujourd'hui.
Alors, merci beaucoup à ces deux organisations. Qu'est-ce que c'est la CDE-PNQL? La CDE-PNQL, c'est une organisation régionale, donc pour toute la province de Québec et du Labrador. C'est la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador. On est l'organisation des agents de développement économique et des organisations de développement économique de toutes les communautés au Québec, dont la SDEI fait partie, bien évidemment. Notre clientèle principale, c'est évidemment les agents de développement économique et leurs organisations, les entreprises et le grand public des Premières Nations. Ce qu'on fait, nos mandats qui nous ont été confiés autant par les agents de développement économique que par l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador sont un mandat d'information, donc de diffuser de l'information au travers de notre page Facebook, de notre site web, de différentes publications qu'on fait, mais aussi en participant à des événements comme celui d'aujourd'hui. On a un mandat de formation, donc on offre de la formation pour tous les agents de développement économique, mais aussi toutes les Premières Nations qui travaillent à l'intérieur et à l'extérieur des communautés, surtout dans ce qui est lié à l'entrepreneuriat, le développement économique, ces choses-là. On offre du soutien à nos membres, donc on offre du soutien aux agents de développement économique et aux entrepreneurs pour les agents de développement économique, dans leurs tâches, dans les événements qu'ils font, tout ça. Puis pour les entrepreneurs, évidemment, dans leurs projets d'entreprise. On a un mandat de représentation aussi, donc on se présente à des événements comme ceux-ci, on se présente dans des événements qui sont organisés par les Premières Nations, comme ceux qui ont été organisés par les SDEI. On a collaboré avec eux étroitement dans plusieurs événements. Puis, on a aussi un mandat de recherche et développement, surtout à la demande des communautés, mais aussi de la PNQL, de l'Assemblée des Premières Nations. Comme présentement, on travaille vraiment sur un gros projet qui est lié au logement sur communauté, qui est un des gros problèmes que les Premières Nations connaissent, c'est-à-dire une surdensité puis un manque criant de logement. Donc, on travaille à trouver une solution pour ça. Au niveau du support aux ADEC, des agents de développement économique, évidemment, on leur offre de la visibilité. On fait la promotion des projets qui sont réalisés sur les communautés. On fait la promotion des événements, tout ça. On les accompagne quand ils rentrent dans leur poste, puis on les accompagne au cours de leur poste. Au niveau des entreprises, eh bien, on a un répertoire d'entreprises qui permet aux entreprises non autochtones, les gens aussi autochtones, de trouver toutes les entreprises autochtones qu'il y a sur le territoire du Québec. On a 1100 entreprises dans notre répertoire. Vous pouvez le trouver sur notre site web, notre répertoire. On organise des événements justement pour faciliter les partenariats. Il y en a eu un dans votre région, à Roberval. En fait, on avait organisé une délégation autochtone à l'événement Naturalia pour permettre aux entreprises des Premières Nations de nouer des partenariats. On organise des délégations à Québec Mine à chaque année, sauf cette année, évidemment. L'an passé, on avait organisé des speed meetings pour les entrepreneurs pour qu'ils puissent nouer des partenariats avec des entreprises non autochtones ou qui trouvent aussi peut-être des clients potentiels. C'est environ une minute, M. Robertson. Allez-y. Oui, merci. Puis, on offre de l'accompagnement entrepreneurial pour tout le prédémarrage, expansion, redressement, recherche de financement, mise en place de structures de financement. Et puis, rédaction de plans d'affaires, rédaction de plans d'opération, name it. On aide les entreprises des Premières Nations à faire ça. C'est un survol rapide là, des services qu'on offre. Mais c'est ça, nous, on a un gros réseau. Donc, on peut être facilement un pont entre les Premières Nations et le public non autochtone qui est intéressé à travailler avec les Premières Nations, à nouer des partenariats, qui a des opportunités à leur présenter. C'est sûr qu'à la CDE-PNQL, on peut être là pour vous aider parce qu'on est là pour aider les Premières Nations. Puis ce qui aide les Premières Nations, ben, on va tout faire, on va tout mettre en œuvre pour leur permettre d'y accéder. Merci beaucoup à tout le monde de m'avoir écouté. Merci, M. Robertson. Alors, vous voyez, j'ai un rôle ingrat. J'adore animer, mais je n'aime pas être le gardien du temps. Mais il faut absolument le faire. Il reste quelques secondes. Par contre, je ne peux pas les transmettre au suivant. Alors, maintenant, je vais aller à notre, je pense, notre plus jeune panéliste, Francis Véro-Paul. Salut, Francis. Alors, Francis, peux-tu nous dire en quelques mots en quoi consiste le rôle du chef
des relations avec les Premières Nations à l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi. Et quels sont vos services pour les entreprises? Alors, à toi la parole, Francis. Oui, tout le monde. Oui, M. Ferland. Bien content d'être parmi vous aujourd'hui. En fait, j'aimerais commencer à répondre à la question avec quelques chiffres là, du Centre des Premières Nations Nikanté. C'est plus de 50 ans de formation auprès des Premières Nations. Depuis 1991, plus de 2400 étudiants autochtones ont fréquenté l'institution. On rejoint toutes les nations au Québec, Premières Nations au Québec et Inuit. Puis, on peut compter sur le plus grand nombre d'étudiants autochtones là, depuis plusieurs années qui fréquentent l'institution, de toutes les institutions universitaires au Québec. Donc, c'est oui, dans un premier temps, une belle fierté, un beau gage de confiance envers l'institution, mais également, tout ça vient avec des responsabilités. Les responsabilités, c'est bien sûr de favoriser la réussite scolaire dans un premier temps de tous ces étudiants autochtones-là. Puis, je pensais brièvement vous présenter là, en 4 grands volets qu'est-ce que ça consiste, les missions du Centre des Premières Nations Nikanté. Donc, on travaille toujours dans une approche là, collaborative puis constructive avec les communautés autochtones ainsi que les organisations autochtones telles que le CEPN, le CDE-PNQL, avec M. Robertson ici. Donc, c'est tous des partenaires super importants qui ont une expertise également. Puis, on est à l'écoute des besoins des communautés et des étudiants autochtones. Puis, nous, c'est de faire en sorte de répondre le mieux possible à ces besoins-là. Donc, on a un volet de valorisation de la culture autochtone au sein de l'institution. Donc, c'est de favoriser le partage, l'échange, la sensibilité, sensibiliser la communauté universitaire. Par la suite, il y a un volet de recherche autochtone. Il y a plusieurs projets de recherche actuellement là, menés par des professeurs à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, on est un partenaire, on est toujours des partenaires au sein de ces projets de recherche-là. Puis également, une de nos missions premières, comme je le disais, c'est le soutien aux étudiants, autant au niveau pédagogique que psychosocial. Donc, tout ça est pour, comme je le disais, de favoriser la réussite scolaire des étudiants, puis de faire en sorte que leur parcours soit un gage de succès et soit positif. Puis, ce qui m'amène aujourd'hui à peut-être adresser ce qui s'adresse un peu plus à vous, là, on est également... On a de la formation, on offre de la formation spécifique là, pour oui, les Premières Nations, pour répondre aux besoins de main-d'œuvre au niveau des communautés, des organisations. Mais également, là, dernièrement, c'est un créneau sur lequel on travaille avec la nouvelle structure là, qui existe à l'UQAC, des centres de formation. Donc, les centres de formation comportent le Centre des Premières Nations Nikanté, la formation continue, l'École de langue et culture québécoise, ainsi que le Centre d'études universitaires de l'Est de la Côte-Nord. Puis, on a un lien très étroit avec la formation continue. On développe de la formation non créditée qui s'adresse autant aux Autochtones qu'aux Allochtones, pardon. Donc, je pense que c'est principalement ce qui pourrait s'adresser à vous, là, aux gens présents aujourd'hui, de la formation non créditée là, en lien avec les Premières Nations. Dernièrement, on a eu une première cohorte là, au niveau de la sécurisation culturelle avec Mme Sylvie Roy, qui est une Atikamekw, une psychologue. Donc, c'était 6 formations de 3 heures. Il y aura une deuxième cohorte là, après les fêtes. Également, on développe de la formation sur mesure pour les entreprises. Beaucoup d'entreprises travaillent dans le nord du Québec ou ont des partenariats avec les communautés autochtones, veulent mieux connaître les enjeux, développer de meilleurs partenariats. Donc, nous, on est là pour accompagner ces entreprises-là. Il reste environ 1 minute, Francis. Allez-y, continuez. Excellent. Donc, d'ailleurs, dernièrement, avec un partenaire là, de la région, avec Rio Tinto, on a développé malheureusement, on n'a pas pu la donner à cause de la pandémie, ça ira un petit peu plus tard, mais on a développé une formation là, continue pour cette entreprise-là au niveau des gestionnaires. Puis, on est en train présentement également de développer une autre formation continue là, non créditée au niveau de la sécurisation culturelle qui va
qui va viser principalement des secteurs tels que la santé, l'éducation, commerce, industrie, justice, finance. Donc, j'invite les gens là, à consulter soit le Centre Canté, à communiquer avec moi directement ou au niveau du site web de la formation continue de l'UQAC pour avoir plus d'informations. Je crois qu'on peut être des partenaires avec vous puis vous accompagner pour le développement de partenariats durables et auprès de vos entreprises. Donc, merci tout le monde. Bonne journée. Alors, merci Francis et je remercie les membres, bien entendu, du premier panel de discussion, Caroline, Michael et Francis. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez donné. Alors, j'irai directement au deuxième groupe de panel que je vous présente maintenant, les représentants. OK? C'est du milieu des affaires, bien sûr, qui participeront à notre second panel et qui témoigneront de leur expérience pour mener à bien des ententes harmonieuses et durables lors de partenariats autochtones et allochtones. Tout d'abord, nous avons un trio provenant du groupe Conseil Nuu-Chimich-Nipur, M. Daniel Courtois, Mme Myriam Robertson et M. Carl Côté. Deuxièmement, nous aurons M. Sylvain Goulet, qui est directeur général foresterie, opérations forestières, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Mauricie, chez Produits forestiers résolus. Et finalement, pour terminer, nous aurons M. Alexandre Gauthier, qui est responsable des communications et du développement des affaires chez Développement Pied-Quacami. Alors, bien entendu, je vais directement à la période de questions qui s'adresse à Daniel Courtois. OK? Premier groupe. Vous avez 3 à 4 minutes à peu près là, pour le développement de votre réponse. Alors, M. Courtois, vous êtes en partenariat avec M. Côté et Mme Robertson depuis combien de temps? Et racontez-nous un peu comment tout ça a commencé, cette histoire de partenariat. Alors, M. Courtois. Bon, bonjour, oui, tout le monde. Donc, vous m'entendez bien, oui, parce que j'ai eu des petits problèmes tout à l'heure au niveau du branchement. Fait que, si tout est correct, j'y vais. Écoutez, on travaille, le groupe Conseil Nuu-Chimich-Nipur est une entité là, qui existe depuis 2014. Mais au préalable, je travaille avec M. Côté et Mme Robertson depuis 2002-2003. Donc, à la période où on a créé l'entreprise Groupe Conseil Nuu-Chimich, en parallèle déjà existante, M. Côté avait le groupe Nipur à l'époque. Donc, l'entreprise est née dans les... M. Nepton en parlait tout à l'heure, est née dans les ententes qu'il y a eu avec Hydro-Québec, notamment dans le projet Péribonka. À Mastoyache, on était 4 professionnels qui étaient tous des employés du conseil de vente, qui avons décidé, grâce à certaines opportunités, il y avait des champs d'activité non occupés là, dans la communauté, notamment l'environnement et toute la question d'aménagement de territoire. On s'est réunis, les 4 professionnels, supportés là, par M. Nepton à l'époque, M. Moore également, qui nous ont accompagnés dans notre processus. Et on a décidé de créer notre entreprise dans ce domaine-là. Hydro-Québec s'est engagé dans le cadre des ententes à supporter le développement d'une entreprise dans le domaine de l'environnement. Donc, au fil du temps, nous, on a regardé déjà, dès le début, étant des gens qui avaient peu d'expérience en économie, on a regardé là, la faisabilité d'être accompagné par un partenaire. Un partenaire pour lequel là, on devait s'assurer que ce partenariat-là puisse nous aider à faire grandir l'entreprise qu'on voulait créer. Et je ne vous cacherai pas qu'on a eu quand même beaucoup de rencontres et rencontré plusieurs acteurs. Et c'était pas évident comme ça. On sentait davantage que nous pourrions être prête-noms et servir beaucoup plus les intérêts du partenaire que de voir environ 1 minute pour conclure. OK. Que de voir, là, dans le fond,
des résultats concrets pour notre entreprise. Fait que c'est les premiers grands projets sur lesquels on a travaillé a été l'étude d'impact sur la ligne Péribon-Cossimard. Et c'est là que notre partenariat avec le groupe NIPO a commencé. Parce qu'on avait là, nous, un champ d'activité qui n'était pas couvert, notamment la cartographie thématique. Et c'est à ce moment-là, en 2003-2004, que j'ai connu M. Carl Côté. Et on a commencé à travailler ensemble là, de fil en aiguille, de projet en projet là, à ce moment-là. Alors, merci beaucoup. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Contrairement au premier groupe de panélistes, et comme à l'Assemblée nationale, vous avez le droit à une complémentaire. Donc, une deuxième question. Alors, la deuxième est, quels sont, selon vous, les secrets, OK, de la grande réussite depuis les tout débuts, si on veut, de votre partenariat autochtone-allochtone que vous vivez? Alors, je vous laisse la parole pour 4 minutes environ. OK. Donc, les grands secrets, ben, je vais résumer quand même là, plusieurs éléments pour lesquels M. Alain Neptune a discuté tout à l'heure. Alain, quand on a commencé à travailler avec le groupe NIPO, je vous dirais, là, il faut apprendre à s'apprivoiser. Ça y est très clair, il faut apprendre à travailler, il faut apprendre à se connaître. Si notre partenariat qu'on a créé officiellement, là, parce que ça a été une fusion qu'on a réalisée en 2014, si ça n'avait pas été concluant, on n'avait pas appris à bien se connaître, puis je pense pas qu'on en serait arrivé où on en est aujourd'hui. Donc, les éléments qui sont très importants, c'est il faut se faire confiance. Il faut apprendre à se connaître, il faut se faire confiance, il faut se respecter. Parce qu'il est très clair qu'on peut avoir, on a des visions, on l'a vécu avec Carl, on a des visions qui sont des fois là, pas tout à fait communes, mais il y a moyen de toujours là, essayer d'atteindre les objectifs de chacun. Un autre élément qui est très important, c'est d'être à l'écoute de son partenaire. C'est des éléments qui sont incontournables pour qu'un partenariat fonctionne. Par la suite, je vous dirais que il y a quand même des outils qui s'offrent aux entreprises aujourd'hui. On a fait des exercices de planification stratégique pour pouvoir là, justement partager nos idées et même impliquer le personnel de l'entreprise pour voir jusqu'où on voulait aller. Donc, ces éléments-là ont fait en sorte qu'aujourd'hui, l'entreprise, au conseil du Schmitt et tout, est rendue où elle est. On parle de 25-30 employés aujourd'hui, avec la participation de d'autres partenaires également. Mais c'est les clés du succès. M. Neptune n'a pas rien inventé tout à l'heure. La confiance, le respect, l'écoute, c'est les grandes clés là, qui nous ont amenés là, où on en est aujourd'hui. Donc, comme M. Neptune l'a également dit, on a développé, ça va beaucoup plus loin que juste un partenariat d'affaires. Il y a une relation humaine là, qui se développe en parallèle avec tout ça. Et on utilise les forces de l'un et de l'autre et on les met en commun, puis on fait évoluer l'entreprise. Alors, merci beaucoup, M. Courtois, de cette présentation. Là, je vais aller directement à notre deuxième panéliste, c'est-à-dire Mme Myriam Robertson, c'est ça. Mme Robertson, en 3 minutes, si je comprends bien, vous êtes une femme autochtone entrepreneur en partenariat dans un monde d'hommes, pas facile, hein? Et comment ça se passe pour vous dans ce merveilleux monde? Ça va très bien dans un monde d'hommes. Moi, j'ai toujours été dans un monde d'hommes. J'ai fait mon bac en biologie, c'est beaucoup des hommes. Ben, la portion est beaucoup plus masculine que féminine. Dans ma jeune carrière professionnelle, j'ai toujours travaillé avec des hommes. J'ai travaillé pour Hydro-Québec un été. J'ai travaillé avec 3 gars merveilleux au niveau d'Hydro-Québec. Ils m'ont appris des choses, mais j'ai appris moi-même à leur démontrer qui j'étais, comment je travaillais, de comprendre comment moi je travaille. Ils ont appris à me faire confiance, à voir que j'étais une fille de bois, que j'étais capable de travailler dans le bois, puis que j'étais capable de bouger, puis de travailler. J'ai toujours travaillé fort.
Après ça, j'ai travaillé pour le ministère des Affaires indiennes, c'était la même chose. Je travaillais avec les agents comme conseillère en environnement, je travaillais avec les agents de financement qui, eux, travaillaient dans l'ensemble des communautés. Fait on apprend à faire sa place, à travailler avec eux et apprendre à nous connaître. Puis avec mon sourire, ben, j'ai toujours réussi à me démarquer. Après ça, ben, on apprend à se faire confiance, à affirmer nos idées. Puis c'est comme je disais avec Carl, Daniel, ils ont appris à me connaître aussi. Puis c'est comme je disais avec Daniel, puis Carl, d'une façon ou d'une autre, c'est moi qui ai checké au bout. Fait qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le soin de me suivre. Fait que non, moi, personnellement, dans mes milieux d'hommes, ça va très bien. Mon père aussi est entrepreneur, fait que je l'ai appris un peu aussi avec lui. Fait que j'ai appris tout jeune, fait que c'est comme tout à fait naturel. On a une entreprise en foresterie qui engage à peu près 20-25 employés. Ce sont tous des hommes. Fait qu'on apprend à faire sa place, on apprend à... Puis des fois, ben, d'avoir une petite touche féminine, ben, ça peut aider justement avec cette gang de gars-là à adoucir certaines choses ou à amener une vision qui est un peu différente puis qui peut être appréciée aussi. Alors, merci beaucoup. Il vous reste quand même 2 minutes. Si vous voulez poursuivre, ou je peux vous accorder 1 minute de plus dans votre complémentaire. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. OK, donc on va aller à la deuxième question, c'est-à-dire quel conseil pourriez-vous, avec votre grande expérience, pourriez-vous donner en tant que femme entrepreneur à celles qui aimeraient faire comme vous? Alors, 4-5 minutes, allez-y. Moi, je suis une fille, comme j'ai dit tantôt, je suis une fille d'un homme qui est entrepreneur. Mon père est entrepreneur, il a eu les serres pichoum pendant des années. Encore aujourd'hui, à la retraite, il est un entrepreneur. Je pense qu'il faut apprendre à se faire confiance, à sortir de son petit milieu, à sortir puis à dire, tu sais, oser prendre des risques. Le milieu entrepreneurial n'est pas toujours rose, mais il n'est pas toujours noir non plus. On apprend, tu sais, il faut prendre du temps, il faut s'investir, mais ça vaut tellement la peine, c'est valorisant à tous les points. Avec l'entreprise, justement, avec la foresterie, avec l'environnement, on crée des emplois, on forme des jeunes. Ces jeunes-là reviennent au bout d'un certain temps. Il y en a un qui a fait son stage en foresterie, il travaille pour nous aujourd'hui, 3-4 ans plus tard. Fait que c'est ça, on crée des liens, on crée des emplois, on forme la jeunesse. Et ça fait des retombées également dans la communauté, mais au-delà de ça aussi, il y a des liens qui se créent. Il faut s'entourer aussi des bonnes personnes. J'ai été chanceuse, j'ai des bons partenaires et on a su, comme Daniel a dit, comme Alain a dit, apprendre à se connaître, à se faire confiance, à travailler ensemble. On ne se marie pas, là, on travaille ensemble. Même si des fois, je dis, mon chum me dit, coudonc, tu es plus souvent avec eux autres qu'avec moi. Ben oui, on est plus souvent au travail avec les gens avec qui qu'on travaille. Fait que le lien de confiance, créer des liens de confiance. Après ça, il faut aussi apprendre comme femme autochtone à aussi demander de l'aide. Il y a des organismes, comme on a entendu parler, qui existent. Ces organismes-là, autant pour toutes les entreprises peuvent nous aider, nous conseiller. On peut demander de l'aide auprès de ces organismes-là, la SDI, n'importe quoi. Dans le temps, nous, c'était la CEDEM aussi. Fait que comme femme, il faut se faire confiance, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Les risques, il y a des bons, il y a des mauvais risques, puis il faut juste suivre son instinct aussi. Tu sais, c'est ça, suivre s'affirmer. Je me répète, mais c'est un peu ça. Comme femme, il faut prendre sa place. On est autant capable que tous les hommes, puis on a autant de bons points. C'est ça. Fait que, en gros, c'est pas mal ça, je pense, comme élément là, que j'apporterais aujourd'hui. Alors, merci, Mme Robertson, d'avoir su naviguer à travers ce monde d'hommes depuis les tout débuts. Et maintenant, je vais me diriger vers notre dernier panéliste, M. Carl Côté, c'est ça, oui. Avec la première question, en 3 minutes, M. Côté, quels seraient les conseils que vous pourriez donner à ceux et celles qui aimeraient démarrer une entreprise en partenariat avec un autochtone ou un groupe autochtone? Alors, je vous laisse la parole. M. Côté. Bien, bonjour tout le monde, puis je ne veux pas répéter non plus ce que Alain, qui est très sage, a dit tout à l'heure, parce que je l'écoutais parler, puis je disais c'est exactement ça qu'on a fait comme entreprise. Moi, j'ai commencé mon entreprise en 1996, puis fin 96. Puis, pas plus tard qu'en 97, d'un premier contrat que j'ai eu,
c'est le conseil de bande qui m'a fait confiance. À l'époque, Carl Cléry, pas le nommé, qui était encore au conseil, m'avait donné un mandat pour installer la géomatique au conseil de bande. C'est là qu'a commencé ma relation carrément avec Master VH. Avant, j'y allais quand j'étais jeune. J'allais au domaine Philippe, puis ce coin-là, sur la plage, quand j'étais très jeune. Fait que, la communauté, ça a toujours été proche de moi. Puis à ce moment-là, il s'est établi une confiance. Puis les premiers qui m'ont fait confiance, c'est vraiment au niveau du conseil. Clifford, le premier mandat de Clifford aussi à l'époque. Nous autres, là, je dirais que le premier conseil que je peux donner, c'est d'y aller tranquillement. Comme on parlait tantôt, on n'est pas obligé de créer une entreprise au début. On ne l'a pas fait ensemble. On avait, puis quand avec Daniel, puis Myriam, puis Carl aussi qui était là à l'époque, puis Steve Morel, on a décollé des projets. On a été de bonne période, on a travaillé main dans la main dans bien des contrats. Toujours travaillé, je ne pense pas qu'on ait jamais signé à l'époque, Daniel, d'entente là, pour dire qu'est-ce qu'on faisait. C'était tout un peu sa gueule, comme on dit, puis parce qu'il y avait une relation de confiance et de respect. Je vous dirais, les conseils que je donnerais, là, la confiance, c'est un point important. Respect des cultures aussi, parce que comme Daniel l'a dit, moi, je suis un gars que ceux qui me connaissent, je vais vite. Je veux tout le temps aller vite. Puis, à un moment donné, j'ai appris à prendre le temps. Puis à prendre le temps de connaître les gens aussi au travers de ça. Tu sais, Daniel, puis c'est un ami aussi avant tout. Mon fils va à Trappe avec, puis, tu sais, on aime bien aller de temps en temps dans le bois ensemble. Ça fait que je pense que ça, il faut apprendre à aller au rythme que chacun peut amener. Puis, tranquillement, pas vite, on a créé notre entreprise qu'on a fusionné ensemble en 2014. Mais avant ça, on faisait chaque année 7, puis 8, puis 10 projets majeurs. Des fois, des projets qu'on n'avait jamais réalisés avant, puis que, OK, ah ouais, on y va, puis let's go, puis on va de l'avant. Fait que ça, je pense que c'est le premier conseil qu'on a donné. Puis aussi, prendre le temps aussi de se faire accompagner là-dedans parce que, tu sais, au niveau fiscal et légal, ben c'est pas les mêmes normes. Puis ça, je trouve ça un peu déplorable actuellement que ce n'est pas encore changé au niveau de la loi des Indiens, apparemment, parce que, tu sais, c'est complexe au niveau légal et fiscal. Puis ça, il faut prendre le temps de bien connaître ça. Puis justement, les travaux que la table entrepreneuriale, la table autochtone avait fait, bien, ça résume pas mal le guide autochtone. Puis ça, c'est un point important, je dirais. Passer par là, passer par la SDI avec peut-être la Chambre de commerce qui va faire un lien. C'est pour bien comprendre comment ça fonctionne au niveau de la fiscalité, au niveau du côté légal, parce que de base, il faut bien comprendre la structure qui est complètement différente là-dessus. Il reste environ 1 minute pour cette question-là, si vous pouvez conclure. Oui, bien, puis ça, c'est un point qui est extrêmement important, tu sais. Puis l'autre aspect, je dirais, bien, faut être capable d'amener des retombées économiques aussi dans la communauté. Puis il faut être clair dans ce qu'on veut faire aussi au niveau des organismes qui représentent, parce que moi, je vois qu'au niveau de la SDI ou du conseil de vente, ce qu'ils regardent, c'est bon, chez nous, es-tu là pour faire un feu de paille ou c'est vraiment du long terme, puis montrer que oui, il y a des gens chez nous, puis il y a un effort qui est fait pour développer de la main-d'œuvre, il y a un effort qui est fait pour engager des ressources de la communauté, puis qu'après ça, on a des chiffres puis des nombres d'emplois qui le démontrent. Là. OK. Ben, merci. On va aller directement à la deuxième question. On a 1 minute de plus sur celle-là. On est chanceux. 4 minutes. Je me croirais dans mon ancien rôle de président de commission parlementaire. Alors, groupe conseil, dans votre groupe conseil, Nutrinet, qui réalise présentement un contrat sur une portion de la ligne Miquois-Saguenay en partenariat avec plusieurs entreprises autochtones et allochtones. Pouvez-vous nous dire comment ça se passe concrètement sur le terrain pour la réalisation de ce contrat mandat-là? Encore là, vous voyez, on est avant au niveau du conseil de vente, les mandats qui étaient négociés. C'est un mandat négocié gré à gré avec Hydro-Québec de base, OK? Puis c'est des ententes justement des races sur les projets. C'est la ligne qui part de Miquois, sur la Côte-Nord, qui s'en va jusqu'à Saguenay, sur le secteur des Monts-Valin. Bref, l'an passé, on a eu une opportunité via la SDI de dire, bon, y a-t-il des entreprises intéressées à un mandat comme ça? Mandat qu'on avait une expertise, certes en environnement foresterie, mais qui demandait beaucoup plus, c'était un mandat costaud. On parle d'un mandat de plus de 15 millions de dollars. On n'avait pas de capacité financière nécessairement pour les réaliser tout seul. Puis nous autres, grâce au partenariat qu'on avait dans notre entreprise, bien, allochtone, autochtone, ça a permis de faire un joint pour être capable de dire on est capable de soumissionner là-dessus. Parce qu'il ne faut pas oublier d'un mandat de même.
faut avoir l'expertise, mais il faut être capable de cautionner un mandat de cette ampleur-là. Et puis, c'était dans les premières fois aussi que dans la nouvelle structure que DPI a maintenant, qui n'est plus entrepreneur général, qu'on faisait encore là le mot confiance, c'est de confiance en entreprise, se dit, gars, on veut qu'il y ait des retombées et on va vous laisser faire le privé pour le faire. Fait que je sais que le projet est regardé d'un bon œil. On a eu beaucoup de discussions avant de commencer le projet avec les gens de développement économique au conseil, dont François Rompré, puis Caroline aussi à SDI. Puis, là, ils nous ont dit, il y a une autre entreprise aussi intéressée, puis il faudrait peut-être essayer de créer un partenariat qu'on ne les connaissait pas à l'époque, avec Jean-René Blacksmith, puis tout ça, avec ses partenaires allochtones aussi. Ça fait qu'on a dit, gars, on ne se coupera pas on va travailler ensemble dans le projet. Au début, ça ne s'est pas fait sans on va dire, des obstacles normaux. On est des entreprises, puis des entreprises, tout le monde, comme on l'a dit tantôt, on a besoin de faire des bénéfices. Puis là, il fallait faire comment est-ce qu'on va organiser le partage, les responsabilités, partage les coûts, partage les bénéfices dans tout ça. Fait que je pense qu'on a réussi à bien le faire. On a commencé le mandat au mois de janvier. Il était évidemment arrêté un bout de temps à cause du COVID au printemps. Mais actuellement, ça va très bien. Là. Je vous parle à l'heure actuelle. On finit nos travaux pour la période hivernale. Puis, mais cet été, on a fait travailler 25-30 personnes de la communauté là, chaque semaine qui travaillaient. C'était un beau succès. C'est un beau succès de partenariat qu'on a réussi à créer là-dessus. Puis, je pense qu'on a réussi à prouver actuellement qu'on a, en utilisant le privé, être capable de faire des retombées puis être capable de se parler entre entrepreneurs. Moi, je suis tout le temps été du genre que mes compétiteurs ne sont pas mes ennemis. Mes compétiteurs peuvent être mes partenaires dans un projet à un moment donné dans la vie. Puis je pense que c'est ça qu'on a réussi à réaliser en faisant ça. Puis Daniel, lui, le premier, quand on a parlé de ce projet-là, quand j'avais parlé à Daniel de ça, il dit, Carl, il dit, moi, là, chez nous, j'ai une réputation, puis j'y tiens. C'est la valeur la plus importante pour moi. Je demeure dans cette communauté-là. Si on fait un projet comme ça, je veux que ça se fasse en respect de ma communauté, puis qu'on optimise les retombées économiques dans ma communauté. Parce que c'est moi qui va vivre après ça dans cette communauté-là, puis moi, j'y tiens. Ça fait que je pense qu'actuellement, on a réussi à le faire. Alors, merci, M. Côté, pour cette présentation et ce témoignage de votre vie quotidienne, si on veut, sur le terrain, en tant qu'entrepreneur et collaborateur. Alors, j'irai directement avec notre prochain panéliste, M. Sylvain Goulet. M. Goulet, en tant que directeur général de la foresterie et des opérations forestières du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Mauricie pour Produits forestiers résolus. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre partenariat avec la communauté de Mastoyache? En 3 minutes à peu près, mais vous aurez le droit à une complémentaire. Oui, parfait. Merci. Bonjour à tout le monde. Dans le fond, le partenariat qu'on a avec le conseil de vente de Mastoyache, c'est un partenariat de délégation d'une pro. Dans le fond, c'est le programme annuel de récolte pour les fins d'alimentation d'une usine de transformation. Il y a un certain volume de bois qui est alloué à la communauté de Mastoyache, qu'on a une entente entre les deux parties qui date de fin 2014. Je n'étais pas nécessairement dans le dossier à l'époque. M. Neptune était là à l'époque, mais M. Gosselin aussi, je pense, qui est sur la ligne, qui était là lors de la première signature. Fait que la responsabilité de PFR dans ce dossier-là, c'est de structurer la planification forestière, les opérations de récolte, de voirie, de transport, pour les fins d'alimenter les usines de transformation du Lac-Saint-Jean qui nous appartient, puis par la suite alimenter en copeaux nos usines de papier aussi. Fait que, dans le fond, l'entente est chapeautée par un comité conjoint qui se rassemble 3-4 fois par année, qui est composé de responsables du conseil de bande, de PFR, puis des gens de DPI. Puis on a formé des sous-comités aussi, des sous-comités qui s'occupent de l'opération des volumes, qui vont en appel d'offres une fois par année pour les divers travaux qu'on a à faire, puis qui s'assure de la bonne entente avec les entrepreneurs. Un comité de main-d'œuvre pour essayer d'optimiser au maximum la main-d'œuvre dans nos installations et en forêt.
Un comité affaires qui va toujours se questionner. Là, Madame Caroline puis Madame Audrey aussi sont sur le comité pour toujours essayer de maximiser les retombées économiques là, des entrepreneurs de la communauté de Mastoyache dans les usines de PFR, là, peu importe, en opération forestière, dans les usines. Il reste environ 1 minute pour cette question-là, M. Goulet. Allez-y. Oui, c'est correct. Puis il y a un comité de planification forestière là, pour assurer d'améliorer la planification, puis améliorer la prévisibilité de notre forêt, puis s'assurer de bien respecter là, les diverses coutumes là, de Mastoyache. Mais l'objectif de l'entente, c'est vraiment de maximiser les retombées économiques là, dans Mastoyache. Puis on a des redditions de comptes annuellement. On a des suivis d'indicateurs là, pour savoir le nombre d'emplois, le nombre de retombées économiques, le nombre d'entrepreneurs qu'on engage. On s'assure d'une gestion très, très rapprochée là, des retombées dans la communauté. Alors, merci. Donc, on a une deuxième question, M. Goulet, c'est vous avez aussi un rôle de partenaire avec des entreprises de la communauté. Pouvez-vous nous dire, nous expliquer à quel niveau se situe ce partenariat? Ben, ce partenariat, c'est plus par des pays. On engage des entrepreneurs. Comme je disais tantôt, on y va en appel d'offres annuel là, sur les divers processus opérationnels qu'on a dans l'opération forestière. Puis avec ça, on a des liens avec plusieurs entrepreneurs qu'on accompagne aussi. Là, il y a des nouveaux entrepreneurs, il y en a des plus aguerris. PFR, on a certaines pratiques plus particulières, là, surtout au niveau peut-être plus santé-sécurité ou efficacité opérationnelle, qu'on essaie de toujours garder à niveau puis d'accompagner pour être le plus possible rentable puis le plus possible efficace dans notre contexte qui est hyper compétitif puis que dans les opérations forestières, là, on entend parler quand même passablement. Là, on n'est pas un secteur d'activité qui est très facile puis que c'est assez tough là, de tirer son épingle du jeu. Là. Fait qu'on travaille de très près. Je m'implique même personnellement, là, même si j'ai au-delà de 60-70 entrepreneurs qui rapportent dans mes opérations. Je me tiens très proche là, du partenariat. Je participe à plusieurs comités. On se parle quotidiennement, peut-être pas quotidiennement, là, mais au moins hebdomadairement avec divers entrepreneurs. Mais on a un bon support de DPI. Travaille bien fort avec Mme Langlais à ce niveau-là, puis les gens du comité conjoint. En fait. En somme, c'est pas mal ça. Alors, merci, M. Goulet, pour cette présentation. Je vais aller maintenant à M. Alexandre Gauthier. Alors, M. Gauthier, en quoi consiste le rôle de DPI, Développement Piquakami-Mouchouat, dans la communauté de Mastoyache? En 3 minutes environ, à peu près, M. Gauthier. Oui, merci, M. Ferland. Très, très content de participer à cet événement-là. Je tiens à remercier d'entrée de jeu parce que j'ai 3 minutes. Je vais en profiter un petit peu pour remercier quand même les SDEI d'avoir pensé à nous inviter, également la Chambre de commerce là, de Saguenay-le-Fjord qui nous accueille aujourd'hui. Écoutez, pourquoi je suis content particulièrement de participer à cet événement-là aujourd'hui, c'est qu'on est actuellement justement du côté de DPI, un peu en campagne d'information puis de communication actuellement pour bien clarifier notre rôle, le rôle qu'on souhaite jouer au cours des prochaines années, qui est dans le fond un rôle de partenaire stratégique puis d'acquisition et de création d'entreprises. C'est un rôle, dans le fond, qui va nous permettre d'envisager un futur prometteur. Donc, au sein de la communauté, DPI a eu, bon, évidemment, il y a un passé. Il y a plein de gens ici là, qui participent à cette activité-là, qui ont peut-être eu affaire avec DPI. M. Goulet en a parlé tantôt. Bon, on a des partenariats avec PFR et tout ça. Mais DPI, ce que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui, c'est qu'elle a un rôle d'entité d'affaires du conseil. Alors, ce rôle-là nous amène justement à nous ouvrir à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ailleurs également au Québec
parce qu'on est à la recherche justement de partenariats, d'acquisition, des créations d'entreprises. Donc, on veut faire de la business, si vous me permettez l'expression, avec les gens de l'extérieur. Bref, retour en arrière, parce que je dis toujours l'expression, pour savoir où on va, il faut connaître d'où on vient. DPI, donc, a vu le jour dans les années 90. Elle a un passé, là, la société a un passé d'OSBL, a été créée là, dans la foulée de la réalisation du développement du projet de centrale Minashtuk par Hydro-Ino. Mais son passage en société en commandite, parce que nous sommes une société en commandite dont l'unique commanditaire est le conseil de vente, ça remonte aux années, début des années 2000, donc 2004, où l'objectif était pour DPI de réaliser des contrats et s'assurer de maximiser les retombées économiques là, liées au méga projet Péribon K4. Il y a plein de panélistes là, qui en ont fait référence là, précédemment. Donc, par la suite, ça s'est transféré à la route 175 où on a réalisé un tronçon, toujours dans un passé d'entrepreneur général. Mais c'est pour ça aussi que je suis content qu'on ait abordé la question d'entrepreneur général parce qu'on a délaissé ce rôle-là maintenant d'entrepreneur général pour se concentrer vers un virage d'affaires. On a adopté une planification stratégique en 2016 qui nous amène à ce virage-là vers une entité d'affaires. On a confirmé ce virage-là avec, évidemment, les élus au conseil de banque. Et en 2019, on adoptait une planification stratégique qui a pour titre un acteur économique en évolution pour les Pécogamilnouts. Alors, je pense que ça résume bien un peu là, notre rôle qu'on veut faire au cours des prochaines années, qu'on veut accomplir. OK. Merci pour la dernière question, la complémentaire, si on veut. Le rôle de la DPI a changé, évolué, bien sûr, au cours des dernières années. Pouvez-vous nous expliquer quel type de changement, de partenariat la DPI pourrait offrir? Écoutez, les partenariats, on en a. Ça peut prendre multiples formes. Bon, M. Goulet en a parlé tantôt. DPI a un rôle de partenaire avec PFR là, dans le cadre là, du comité conjoint. Ça, c'est un rôle qui est là depuis plusieurs années et qu'on poursuit en collaboration avec la SDI également. Mais je dirais, dans le cadre de notre virage d'affaires, les partenariats qu'on recherche, bien, écoutez, c'est dans. Nous, dans notre planification stratégique, on a deux grands axes, là, qui est le développement des affaires, dont je vous ai parlé un petit peu tantôt, et on a également des services que l'on peut offrir à des entreprises de l'extérieur de la région, parce que c'est important de le préciser. DPI veut faire des affaires, mais on ne veut pas nuire à nos entreprises de la communauté qui sont déjà bien établies dans certains secteurs d'activité. Donc, on est ouvert à tout type de partenariat qui, en même temps, n'est pas dans un secteur d'activité qui est déjà occupé. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Je vous parlais tantôt là, de nos deux axes d'activité, donc développement des affaires, services offerts. On a une équipe ici qui est très bonne en gestion, en management, en administration, en communication stratégique. On a eu des contrats récemment en communication stratégique qui nous amenaient à faire affaire avec d'autres nations autochtones. Alors, on peut offrir des services en communication stratégique. Donc, ces services-là, si on peut les mettre à profit dans un partenariat qui peut prendre différentes formes, là, soyons clairs, là, ça peut être un partenariat à court terme, co-entreprise. On a déjà des projets qu'on a analysés en ce sens-là. Ça peut être la réalisation de contrats ponctuels, ça, on le fait également. Mais je reviens au partenariat qui pourrait prendre la forme également de l'acquisition d'actions dans une entreprise. Donc, quand je disais tantôt création, acquisition d'entreprise, on est vraiment versé vers l'acquisition d'entreprise actuellement. On analyse certains projets. Donc, ces partenariats, ça peut être l'acquisition complète d'une entreprise, ça peut être une participation à l'actionnariat où on peut donner des services. En même temps, on peut mettre à profit nos services de communication et d'administration. Donc, ce sont tous des types de partenariats. On est très flexible, mais il faut que le partenariat soit gagnant-gagnant. M. Neptune en a parlé en début. Là. Il faut que tout le monde y trouve son compte. Et il y a plusieurs avantages à faire affaire avec une entreprise comme nous, autochtones. On a accès à des sources de financement intéressantes également. Donc, je pense que ce que les gens retiennent, c'est que DPI est prêt à brasser des affaires. Contactez-nous. Et ça nous fera plaisir de regarder tout type de partenariat avec vous, en autant, évidemment, je le répète une dernière fois, que ça n'entre pas en concurrence avec nos entreprises à communauté à qui on ne veut pas nuire, évidemment.
Alors, je disais tout simplement, je remercie Alexandre, Sylvain, Carl, Myriam et Daniel pour vos présentations, ainsi que ceux et celles du premier panel, bien sûr, pour nous avoir partagé vos expériences ce matin et de façon concrète sur le terrain. Il n'y a rien de mieux. C'est beau faire des plans, puis des cibles, des ça, mais quand on a la chance d'avoir les gens qui viennent nous présenter leur vécu, leur expérience personnelle, c'est un plus. Et bien entendu, je souhaite, et c'est le dernier message que je vais faire, je vais rejoindre M. Neptune. J'ai bien aimé. J'espère qu'au-delà de tout ça, et c'est ce que nous avez raconté et présenté, qu'on mettra en place bientôt, le plus tôt possible, des outils pour permettre de faciliter les partenariats, bien sûr, et de changer peut-être aussi certaines structures que je trouve désuètes. Et j'ai partagé mes réflexions avec mon ex-collègue à l'Assemblée nationale, M. Jeff Kelly. C'est-à-dire que même au niveau du SAA, il y a des outils qui sont désuètes. On devrait passer à d'autres choses. On est prêt à passer à une autre étape pour faciliter et permettre le développement. Alors, j'arrête ici parce que j'étais un spécialiste de faire du temps à l'Assemblée nationale, ce que je ne ferai pas aujourd'hui. Alors, Sandra, merci beaucoup de votre confiance, de m'avoir laissé animer ces panels. Et ça se termine pour moi ici aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Merci, merci Luc. Ça a été un plaisir de travailler avec toi. J'invite Caroline Bouchard à se joindre à moi. J'en profite pour vous remercier, vous tous, de nous avoir permis d'ouvrir nos horizons. Tous les partenaires qui étaient présents aujourd'hui, à vous qui occupez le territoire depuis toujours, qui sont nos partenaires de vie, nos partenaires d'affaires, merci de nous avoir vraiment permis d'entrer dans votre monde. Caroline, merci à toi pour nous avoir permis de réaliser le tout. Alors, je te laisse la parole, ma très chère amie. Merci, Sandra. En fait, merci à tout le monde. Je vais être très brève. Merci aux intervenants parce que sans vous, il n'y a pas d'événement intéressant. Et c'est certain que je remercie le public d'avoir été présent et d'avoir été patient. Un grand merci à Sandra et son équipe. Sans vous, on n'y serait pas arrivé. Comme je disais, on ne sauve pas de vie. C'est pas grave, on a bien réussi. Et en terminant, je dois vous dire que nous, à la SDI, on fait un beau partenariat, un bel exemple de partenariat qui s'en vient en janvier. Surveillez l'édition du journal Informateur, car le cahier économique portera sur la communauté de Mashteuiatsi et son économie. Merci. Merci, Caroline. J'en profite pour vous inviter le 10 décembre, si cela vous intéresse, Investissement Québec qui viendra nous parler de sa nouvelle mouture, un levier stratégique pour le développement économique du Québec. Donc, c'est le 10 décembre, c'est tout à fait gratuit. Et on parle beaucoup de santé mentale des entrepreneurs. Alors, le 15 décembre, c'est un panel de discussion sur la santé globale des entrepreneurs. Prenons soin de nous. Je vous souhaite un bel après-midi. Merci de votre confiance et joyeux temps des fêtes.